Bonjour, je vais vous parler d'un métier improbable qui est la futurologie cybernéticienne. Alors comme vous, j'ai fait mes études à l'IUT de l'Avenue de Versailles, option informatique, et j'en garde un souvenir fabuleux. Puis ensuite, j'ai prolongé à Dauphine, où j'ai fait de l'économie, de la sociologie d'entreprise, et puis surtout, j'ai été admise dans un petit espace particulier où on préparait des commissaires au plan. Et dans cette préparation aux fonctions de commissaire au plan, il y avait une expertise qui était développée et qui était la futurologie cybernéticienne. Et le chargé de TD est devenu célèbre, il s'appelle Jacques Attali. Alors après, je suis rentrée dans la vie active où je me suis retrouvée à France Télécom, qui est l'ancêtre donc d'Orange et qui avait en charge de jeter les bases de ce que l'on appellerait aujourd'hui l'industrie de l'informatique. Et c'est là que nous avons fait des myriades de choses extraordinaires, comme par exemple le Minitel, qui n'est pas une erreur stratégique, et qui est une maquette de ce qu'est devenu l'Internet que vous connaissez. Mais les Américains ont voulu développer eux-mêmes l'Internet après avoir fait des expérimentations grandeur nature sur notre hexagone. Il y a tout ce qui concerne les crypto-monnaies qui sont maintenant très présentes dans l'actualité qui nous intéresse et qui n'a jamais quitté le territoire, ne serait-ce que parce que sur tout vos comptes bancaires, vous avez des puces. Et à un moment donné, alors oui, il y avait aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'était les univers 3D qui ont des applications très très variées, dont le jeu. Et de cette époque, il reste encore un vaillant survivant qui est Ubisoft. On a beaucoup travaillé dans le domaine des satellites et là aussi c'est pareil, on a encore des vaillants survivants qui donnent notre contribution dans ce domaine-là. Et puis à un moment donné, les Américains donc, nous ont demandé de leur donner tous nos travaux de recherche, une partie de nos équipes d'ailleurs en plus, et on a privatisé France Télécom qui est devenue Orange et mon poste a été supprimé. Alors j'ai créé ma propre agence et j'ai accompagné les institutions et les grandes entreprises françaises et les investisseurs à s'approprier le numérique et à fabriquer des stratégies d'appropriation de ce nouvel espace qui se déployait devant nous. Puis, pour des raisons familiales, j'étais amenée à céder mon agence et j'ai créé une autre agence beaucoup plus petite qui fonctionne encore et qui est beaucoup plus centrée sur le métier de futurologue cybernéticien. Et puis, je consacre aussi pas mal de temps à des think tanks, en particulier Forum Athéna, dont je suis la présidente, et qui est le think tank qui est dédié à la souveraineté numérique, et puis un autre qui s'appelle la Fabrique du futur, et qui travaille, entre autres pour le gouvernement, sur le monde d'après, comment il fonctionne, comment tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent à nous. Alors, l'informatique, ce n'était pas du tout mon choix au départ, parce que ce que je voulais faire, c'était la communication, travailler sur l'information. Et c'est une erreur d'inscription de ma maman. J'ai commencé par détester l'informatique, mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'avec ces technologies, on allait changer le monde et qu'on pouvait le changer en pire ou le changer en mieux et que j'allais tout faire pour faire en sorte qu'on le change en mieux. Voilà ma motivation. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de futurologie cybernéticienne. C'est en fait une des 4 disciplines qui sert à appréhender le futur. Le futur n'est pas aussi aléatoire qu'on pourrait le croire, bien au contraire. Et je vais vous le démontrer. Alors, il y a 4 disciplines qui s'intéressent au futur. La plus ancienne, c'est l'astrologie et la voyance. Mais ce n'est pas de celle-là dont je vais vous parler. Les 3 autres, elles ont été créées à la fin, dans le premier tiers du XXe siècle. Il y a donc les prévisions qui sont faites avec des données, et elles sont efficaces pour une période de 0 à 3 ans. Au-delà de 3 ans, c'est un petit peu fumeux. Ensuite, il y a la prospective qui est efficace pour les périodes de 3 ans à 5 ans et qui est faite avec des scénarios.
Alors, on rassemble des gens qui ont des visions très, très différentes d'un même problème. Par exemple, le comptable, le consommateur, le producteur, le distributeur, etc. Et on leur fait faire donc des scénarios. D'abord les scénarios extrêmes, ensuite les scénarios probables et pour finir les scénarios souhaitables. Et à partir des scénarios souhaitables, on fabrique toute une série de stratégies. Le problème de la fabrication des scénarios, c'est qu'ils font appel à la créativité. Et la créativité est indissociable des biais cognitifs. Donc, dans les scénarios sur lesquels vont travailler les gens, on va retrouver toute leur peur, toute leur naïveté, toute leur biais cognitif d'une façon générale, et donc le résultat est biaisé. Donc on pourrait dire, pourquoi on fait de la prospective si on sait qu'on obtient quelque chose qui est, dès sa naissance, qui est biaisé. La prospective présente un intérêt managérial très intéressant, qui est qu'il est ce qu'il y a de mieux pour faire du team building, hein, donc permettre à des gens de jeter les bases d'une coopération future. Néanmoins, si on veut faire de la prospective sérieuse, il faut faire appel en amont à une démarche de futurologie cybernéticienne. Alors, la futurologie cybernéticienne, elle repose sur un mécanisme que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Quand vous prenez une décision, dans la vie quotidienne ou concernant l'avenir de vos enfants, vous faites appel à deux référentiels. Le premier, c'est votre passé immédiat sur lequel vous avez un minimum de libre arbitre. Et le deuxième, c'est votre passé profond que vous avez hérité de votre lignée et que vous allez transmettre à votre descendance. Et dans ce passé profond, on y trouve la mémoire des grands moments de votre lignée, les grandes peurs, mais aussi les grandes joies et les comportements appropriés, inappropriés, la mémoire des comportements appropriés, inappropriés qui se sont révélés à cette occasion. À titre individuel, quand vous prenez une décision, votre passé profond a plutôt plus de poids que votre passé immédiat. Et à titre collectif, le mécanisme est amplifié. Donc, en futurologie cybernéticienne, quand on veut essayer de comprendre le passé, le futur, on va essayer de comprendre dans quelle logique s'est inscrite l'enchaînement des décisions qui ont abouti à la situation que l'on nous demande d'étudier. Et à la lumière de cette situation, on va pouvoir dire comment les choses vont pouvoir se prolonger. Alors, on a en futurologie cybernéticienne un certain nombre de règles pour quand même pas partir dans tous les sens. Ce que l'on sait, c'est que la vie, c'est un mécanisme permanent d'essai-erreur. Hein, et les erreurs positives, les erreurs couronnées de succès en quelque sorte, sont celles qui vont servir de base à l'avancement. Nous vivons sur la Terre, nous marchons sur la Terre, mais nous vivons à l'intérieur d'un système vivant qui s'appelle Gaïa. Et dans ce système Gaïa, toute la vie constitue la vie en général. Donc l'homme est complètement partie intégrante de cette vie. Et cette vie, elle évolue en permanence avec des systèmes de coopération et de compétition. Et une bonne gouvernance est une gouvernance qui gère harmonieusement la compétition et la coopération. Quand il y a trop de coopération, le système s'étiole. Quand il y a trop de compétition, le système accélère dans son évolution, puis régresse parce qu'il y a crise, et ensuite repart en marche avant. Donc il faut équilibrer en permanence ces mécanismes. Ensuite, l'évolution, elle va toujours dans le même sens. Elle va toujours dans le sens de la recherche de l'efficacité. Sauf que chez les hommes, la recherche de l'efficacité, c'est devenu la recherche du moindre coût. Dans Gaïa, la recherche de l'efficacité, c'est obtenir mieux avec moins d'énergie. Et par énergie, on entend évidemment l'énergie au sens EDF du terme, mais surtout l'énergie au sens information du terme. Une cellule
qui ne capte plus l'information qui lui arrive de l'extérieur et qui n'en émet plus, est une cellule qui va mourir, qui est peut-être même déjà morte. Hein. Donc, dans Gaïa, l'information, c'est essentiel. On ne peut pas vivre sans, et en même temps, il faut nourrir les autres avec de l'information. Donc, c'est cette recherche d'efficacité qui donne le sens de la vie. Et puis, d'une façon très générale, et sans rentrer dans des considérations philosophiques complexes, ce que l'on sait, c'est que l'évolution de la vie va de la matière au spirituel. Donc, comme je le disais, quand on essaye de comprendre ce qui va advenir, on va regarder les composantes de toutes les prises de décision qui ont amené à la situation dans laquelle on est. On va regarder celles qui sont en phase d'amplification ou d'accélération, celles qui sont en phase d'attrition et de ralentissement, et on va les confronter à l'état des connaissances en matière de différentes disciplines comme la géologie, la géographie, la climatologie, l'économie, la politique, la géopolitique en général, l'anthropologie, etc., etc. Autrement dit, quand on veut regarder loin, puisque la futurologie cybernéticienne, elle travaille à 30 ans, 60 ans, 90 ans. Donc, c'est vraiment le long terme. Hein. Quand on veut regarder loin en avant, il faut commencer par regarder loin en arrière. Alors, la futurologie cybernéticienne, on en a fait en France un peu avant la dernière guerre mondiale et grosso modo jusqu'à l'extinction de toute l'équipe gaullienne. Donc jusqu'à Pompidou, à peu près, tout petit peu après Pompidou. Par contre, les deux nations qui n'ont jamais cessé d'en faire, ce sont les États-Unis et la Chine. Alors aujourd'hui, quel genre de questions on pose à un futurologue cybernéticien? Eh bien, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce que deviennent la créativité et la réactivité à un moment où on commence à comprendre ce qu'est Gaïa, ce qu'est la part de l'homme à l'intérieur de Gaïa, donc comment il joue sa compétitivité dans l'ensemble du système, hein, puisque pour vivre, il faut être créatif et réactif. Évidemment, il y a énormément de questions autour de la détresse du bien commun. Alors, je ne dis pas seulement l'environnement, hein, je dis bien le bien commun, parce que tout est lié. Il y a effectivement les cataclysmes climatologiques, mais il y a aussi tous les cataclysmes sociaux, politiques, environnementaux, culturels, religieux, etc., etc. Il y a beaucoup de réflexions autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, parce que l'Occident doit reconstruire son tissu entrepreneurial en utilisant cette fois-ci le meilleur des technologies à sa disposition, et pour qu'elle arrive à le faire, il faut qu'elle arrive à produire mieux que les pays à bas coût qui actuellement produisent pour elle. Hein. Et donc, on sait le faire avec des robots et non pas des big data, mais des smart data. Hein. Et j'en profite pour souligner que l'Europe se positionne non pas sur les big data, mais sur les smart data. Évidemment, tout ceci a une grosse incidence sur les problèmes de souveraineté numérique qui actuellement sont pour le moins très mal traités, et l'incidence du numérique sur l'idée que l'on se fait de l'emploi au XXIe siècle, hein, étant entendu que les robots grignotent jour après jour les tâches qui jusqu'à maintenant étaient allouées à la classe moyenne. Or, la classe moyenne, depuis la sédentarisation, c'est la base de stabilité d'une société. Donc là, aujourd'hui, on a des besoins de réfléchir à l'emploi parce que notre société est très menacée. Et toutes ces questions nous amènent à un des instruments particulièrement vitaux dans tous les mécanismes de redistribution de la richesse, hein, qui est la monnaie. Cette monnaie est en train de devenir numérique, donc elle
est potentiellement intelligente et il y a beaucoup de réflexions en cours sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette intelligence. Donc vous voyez, quand on fait de la futurologie cybernéticienne en ce début du 21e siècle, on est juste débordé. Je vous remercie.